Cet homme-là n'aime pas perdre son temps. Il faut dire que pour mener sa vie x2, le temps égale son bien le plus précieux. Salarié à responsabilité le jour et artiste peintre le reste du temps éveillé, Pedro Freire explore sur ses toiles la surcharge de la vie moderne. Et quand il peint, il recherche souvent l'accident heureux. Plongez avec moi dans cette conversation franche où s'entremêlent les rêves d'enfants, les non-grasses matinées, le goût de la liberté et le moteur qu'on appelle volonté de ce francophile bien décidé à peindre encore et encore. Bienvenue dans Chamade, un podcast de conversation intime et étonnante pour faire palpiter votre vie. Pour le faire grandir, abonnez-vous, mettez 5 étoiles et laissez un commentaire. Je suis Marie Girardin-Lépine, créatrice de la fantaisie vagabonde, et un vendredi sur 4, je vous invite à la rencontre de faiseuses et de faiseurs de beau qui vivent le cœur battant. Vous venez ? 1, 2, 3, plongez. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous jouerez à la petite souris, témoin d'un pur moment d'atelier. Bonne écoute! Bonjour, Pedro Freire. Bonjour Marie. Je te remercie d'avoir répondu à mon invitation et non pas de me recevoir chez toi puisque tu es très loin, ou alors c'est moi qui suis très loin de toi, puisque tu vis à Lisbonne, si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, merci d'avoir répondu à mon invitation. Je suis ravie de partager ce moment d'échange avec toi. Merci Marie pour ton invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir cet échange avec toi. Et oui, j'habite bien à Lisbonne. Et tu as un accent, et donc tu n'habites pas à Lisbonne pour rien puisque tu es portugais. Je ne dévoile pas de secret en disant ça, voilà. Bon, super. Pour commencer, je te propose un premier jeu pour qu'on apprenne un peu à te connaître par un moyen détourné et original. Je te propose de nous faire une liste j'aime, j'aime pas. Des choses que tu aimes très largement et des choses que tu n'aimes pas très largement aussi. Alors, les choses que j'aime d'abord, j'aime bien les discussions profondes. J'aime bien les gens qui ont des avis bien réfléchis sur des sujets. J'aime bien la peinture. J'aime bien les arts en général. Je n'aime pas perdre du temps. Je suis quelqu'un qui a un emploi du temps assez chargé. Je n'aime pas... Là, tu m'as... On peut s'arrêter là. Voilà, c'est ce qui m'est venu à l'esprit. Donc voilà, on reste comme ça. Essayons comme ça. Ça marche, très bien. Alors maintenant, en une ou deux phrases, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais ? Qui je suis? Je suis Pedro, comme tu m'as présenté. Je travaille pour une société internationale depuis plus de 20 ans. Je travaille en logistique. Ça, c'est ce que je fais professionnellement. Et je suis aussi quelqu'un qui a une poursuite artistique. Je me suis mis depuis 13 ans à dessiner et à peindre. Et ça me donne un énorme plaisir de le faire. Donc, j'essaye de faire les deux choses. Ok, je comprends mieux. Tu disais tout à l'heure que tu n'aimes pas perdre ton temps. Je commence à entrevoir pourquoi. Ça t'explique, oui. Oui. Alors, j'ai une question rituelle que je pose à chacun de mes invités en début d'interview. Je te la pose à toi aussi. Vas-y. Qu'est-ce que c'est que le beau pour toi ? Le beau, pour moi, c'est quelque chose qui a de l'intérêt, qui a quelque chose
peut contempler, qui se révèle lentement, pas immédiatement, qui a des différentes couches, qui a une profondeur, qui a une capacité d'évoquer. Je parle d'un objet d'art. Et c'est peut-être ça, le pouvoir d'évocation, pour moi, est très important. Quelle est l'expérience que ça déclenche sur la personne qui l'observe, qui prend le temps de l'observer et de le découvrir. Et ça peut être quelque chose qui se fait par étapes. Les objets les plus beaux sont ceux qui se révèlent lentement et auxquels on va découvrir à chaque fois un détail qu'on n'avait pas absorbé avant. Donc c'est une découverte, on va dire, de quelque chose qui est capable de nous nourrir d'une façon qui perdure dans le temps. Ok. Est-ce que tu as un exemple de beau en tête, là, qui te vient? Je peux parler de toiles en particulier qui, sur lesquelles, comme je disais, on peut découvrir des détails au fur et à mesure qu'on les observe. Et non seulement l'intérêt pictural, on va dire la façon plus ou moins sophistiquée du trait ou de l'utilisation de la couleur, mais aussi sur les différentes images que ça peut évoquer. Je pense par exemple à un tableau de Francis Bacon que j'aime bien, qui est une étude pour un babouin et qui est un tableau qui est fait avec une économie de moyens assez surprenante, mais qui a un impact, au moins sur moi, assez fort, parce que je continue de m'inspirer en le regardant. Ça a non seulement la façon de faire, comme l'impression que ça donne comme une colère, quelque chose de très primaire que la figure, le babouin sur le tableau, qu'il me transmet. Et je trouve très très séduisant cette économie de moyens et cette force qui est dans cette image. Ok. Merci. Alors, on va plonger dans ton univers maintenant. Est-ce que tu te souviens de ce que tu voulais faire quand tu serais grand, quand tu étais petit? Oui, je voulais être astronaute ou pianiste. Oh. Il faut néanmoins dire que je suis vraiment pas doué du tout pour la musique. Donc ça, j'ai rapidement abandonné ce rêve parce que bon, on a chacun nos capacités, nos atouts. Et voilà. Pour moi, la musique, ce n'est pas un. Pour être astronaute, j'aimais bien tout ce qui était la science, l'ingénierie, et je pense que c'était lié à ça. Donc j'ai fait des études dans une école d'ingénieurs à Lisbonne. Donc il y a une continuité de ce rêve d'enfant, mais ça s'est arrêté là. Donc je suis pas devenu astronaute. Donc je voyage plutôt dans mes pensées. C'est des beaux voyages aussi. Hein. En effet.
Tu disais tout à l'heure que tu avais commencé à peindre il y a 13 ans. Est-ce que tu peux nous expliquer, nous raconter pourquoi? J'étais dans ma voiture en train d'aller au bureau et à la radio, j'ai entendu une annonce d'une école de peinture. Quelque chose de très simple, inscrivez-vous dès maintenant, on vous propose tel et tel cours. Et je me suis dit, bon, ça pourrait être intéressant, pourquoi pas. J'avais besoin d'une activité ludique pour me détendre un peu. Et je me suis inscrit le jour même. J'ai quitté le bureau assez tôt et j'y suis allé. Et je me suis inscrit. En effet, j'ai pas commencé par des cours de peinture. J'ai commencé par des cours d'histoire de l'art que j'ai fait pendant un an. Donc 2 fois par semaine de 19h à 21h. Et c'était un nouveau monde pour moi, quelque chose d'extrêmement enrichissant, quelque chose qui n'avait rien à voir avec mon activité professionnelle et qui était complémentaire. Et j'ai fait ça pendant un an, comme je disais, et au bout d'un an, je me suis inscrit à un cours d'esthétique, en fait, la discipline philosophique. Ok. Et j'ai fait ça je pense que j'ai assisté à 2 cours, mais c'était tellement dense que j'ai pas pu suivre. Et donc, la seule option que j'avais pour continuer à découvrir ce domaine des arts d'une façon un peu plus structurée et académique, c'était des cours de dessin et de peinture. Et j'ai hésité un peu parce que je me suis dit, bon, si ça se trouve, je vais être le moins doué de de tous les élèves. Si ça se trouve, ça va être vraiment pas bien ce que je vais réussir à faire. Mais voilà, avec un peu de peur de l'échec, je me suis inscrit et depuis 13 ans, j'ai pas arrêté. Ok, donc tu continues à prendre des cours de peinture aujourd'hui encore? Je prends pas des cours de peinture, je prends d'autres cours. Donc, je fais partie d'une résidence artistique. Ok. Et on a certaines formations sur des sujets particuliers que je continue effectivement à suivre. C'est intéressant parce que tu as commencé par donc des cours d'histoire de l'art, là des cours sur des nouvelles disciplines aujourd'hui. Je ressens que tu vas me dire si je me trompe, mais que tu as besoin de comprendre et de capter des choses peut-être académiques ou en tout cas acquérir un savoir en plus de pratiquer et de faire ton art à côté. Au début, oui, ça a été le cas. Et j'ai eu de la chance parce que l'école que j'ai fréquentée, elle proposait différents exercices à chaque fois pour explorer le fusain sur papier, par exemple, le huile sur toile, l'acrylique sur toile. Donc, pour vraiment ouvrir les horizons et nous faire tester un maximum de possibilités, un maximum d'échelles, par exemple. On travaille à très petite échelle, à très grande échelle. Et ça, c'est important pour commencer à trouver son langage. Normalement, je dis que c'est comme apprendre une nouvelle langue. Je pense que l'équivalent, il serait, imaginons que je veux apprendre le danois et que je veux écrire de la poésie en danois. Ça va me prendre 10 ans minimum à maîtriser soit le lexique, soit l'orthographe, soit la façon de transmettre le style, le message. Et avec la peinture ou le dessin, c'est très équivalent. Donc il faut apprendre une espèce de vocabulaire, ou mieux construire son propre vocabulaire, et avec ce vocabulaire, arriver à construire un poème, on va dire. Donc il y a beaucoup de choses à apprendre, et les cours peuvent aider sur certains éléments de ce lexique, de cette façon de faire picturale.
si je peux la décrire comme ça. Et est-ce que tu as vécu des révélations, justement, tu parles de trouver son langage personnel au cours de ces découvertes et de l'exploration de ces différentes techniques? Est-ce qu'il y a eu des révélations? Alors, quelles ont été les révélations pour toi en termes de médium, en termes de sujet? Les révélations, elles sont surtout faire pousser les limites, au sens où quand on commence à dessiner, par exemple, on a plein d'idées préconçues sur comment on fait un dessin. Si je parle par exemple d'un portrait, ou pour parler de la figure humaine qui, pour la plupart des gens, c'est ce qu'il y a de plus élevé sur les hiérarchies de ce qu'on peut dessiner. Mm-hmm. Ce n'est pas du tout le cas. Donc, un dessin d'un objet quelconque peut être aussi intéressant qu'un dessin d'un corps humain ou un portrait, mais il y a beaucoup de préconçus, de barrières, auto-imposées qu'il faut faire tomber avant de pouvoir trouver son style, avant de pouvoir être peut-être satisfait avec ce que l'on fait. Ça aussi, la gestion de la frustration, elle est très importante quand on apprend à dessiner ou à peindre, parce que il y aura pendant des années une frustration constante. Il y a des moments de waouh, j'ai réussi à faire ça, c'est pas mal. Et après, il y a la réalisation que bon, c'est toujours pas ça. Après, il y a la comparaison avec les collègues, par exemple. Il y a la comparaison avec les artistes, les vrais artistes dont les œuvres sont dans des musées. Et donc ça, on parlait des réalisations. Ça, c'est une première partie, de faire tomber toutes les barrières auto-imposées et de vraiment être un peu plus libre dans son style. Après, il y a une question très importante, c'est lorsqu'on maîtrise un peu le lexique ou la façon de faire, c'est de décider, alors quel est mon message, de quoi je veux parler. Alors mon poème, pour revenir à l'exemple du poème en danois. En danois, oui. Mon poème, c'est quel est le sujet, ça traite quoi, et qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer. Et ça, c'est assez profond. Il faut, à un moment donné, il faut presque arrêter de faire, et il faut juste réfléchir et dire qui suis-je en tant qu'artiste. Qu'est-ce que j'ai à transmettre, qu'est-ce que j'ai d'important à dire. Ça, déjà, c'est pas du tout évident, et ça évolue en plus. Et après, j'imagine que la séquence, elle est différente pour chaque personne qui fait ce parcours. Après, je pense que je suis à une étape où j'essaye de avoir une direction plus claire, c'est-à-dire j'ai décidé que pour moi, désormais, c'est du huile sur toile. D'accord. Donc, j'ai arrêté toutes les recherches avec d'autres techniques. J'ai trouvé la technique qui me convient, la façon de faire qui me convient. Et c'est à ça que je dédie tout mon temps. Donc, peut-être la réalisation, c'était de dire le fusain sur papier ou l'acrylique sur toile, c'était de l'exclure, de dire non. Maintenant, c'est le huile sur toile, et qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et je suis assez persuadé que c'est aussi important de réduire comment dire ça en français, le spectre,
ça se dit, de Des possibilités, possibilités, ouais. pour ne pas être complètement, comment je dirais, trop être dans. Sinon, on risque de partir un peu dans tous les sens. Et je pense que à un moment donné, c'est aussi une marque de maturité d'arriver à faire une synthèse. Il arrive un moment, après 10 ans, je dirais, il faut commencer à faire une synthèse. Et quand je dis 10 ans, bien évidemment, c'est pas complètement sérieux. Ça dépend de chaque personne, bien évidemment. Ça dépend de combien de temps chacun arrive à dédier à ce métier et quelles sont ses certitudes à propos du message à passer. Alors justement, juste une chose par rapport à avant, quand tu disais réduire le spectre des possibilités, en français on dit choisir c'est renoncer, expression que tu dois connaître. C'est ça, renoncer à certaines choses. Exactement, ouais. Pour mieux se positionner et mieux s'ancrer dans une technique en l'occurrence. Alors tu parles de ton message, on tourne autour depuis tout à l'heure. Est-ce que tu sais quel est le message que tu veux transmettre? Est-ce que tu sais ce que tu as envie de raconter sur tes toiles? J'ai quelques idées. J'ai pas un message entièrement précis, je trouve. J'aimerais que mes toiles soient capables de créer une réaction intense sur les personnes qui les observent. Ça peut être qu'ils l'aiment pas du tout, mais qu'elle soit capable de provoquer une réaction. L'indifférence, c'est je serais frustré avec cette réaction. Après, il y a des thèmes récurrents dans ce que je fais. Un des thèmes, c'est la surcharge de la vie moderne, la surcharge visuelle de écran, de sollicitation de nos yeux ou de nos cerveaux. Cette espèce de agression de la vie moderne. Je pense que le mot, c'est vraiment surcharge. Aussi, il y a une autre idée que j'aime bien, c'est le fait d'insister sur un sujet ou même insister sur une toile. Comment cette procédure d'insister, d'y revenir, peut créer quelque chose de relevant. En laissant quelques traces de ce qui existait avant, mais en rajoutant quelque chose quand même. Donc ça, c'est cette notion de retravailler, d'insister sur une même toile. Elle est très présente dans ce que je fais. Donc souvent mes toiles, elles ont pas mal de textures parce que pour arriver à une image finale, probablement il y a une vingtaine d'images qui se cachent dessous. Et je suis très intéressé à tout ce qui est le corps. Donc il y a souvent des corps dans mes toiles, des corps qui sont normalement un peu déformés. Et cette déformation, elle reflète la pression de la vie moderne, je dirais. Je dirais que c'est peut-être une réflexion sur l'angoisse de la vie contemporaine et de la surcharge. C'est le sommaire que je serais capable de faire au stade auquel je suis. Ok, super. Tu disais que tu aimais revenir sur des toiles et rajouter des couches jusqu'à obtenir le résultat qui te satisfait. Est-ce que ça veut dire que souvent tu laisses des toiles, tu en commences d'autres, et puis tu reviens aux précédentes, et donc comme ça, comme s'il y avait un genre d'aller-retour permanent entre plusieurs qui sont en cours en parallèle, en fait? C'est exactement ça. J'ai vraiment du mal à commencer une toile. Donc la toile blanche, vide, pour moi, il m'arrive,
comme un espèce d'exercice d'échauffement, je commence à peindre sans direction, juste pour faire des traces sur la toile. Et pour après y revenir en ayant oublié ce qui s'est passé de ces gestes, ces premiers gestes, et de essayer de voir qu'est-ce que je vais construire avec ces traces qui sont sur la toile. Qu'est-ce que ça m'évoque. Et il m'arrive aussi souvent de ne plus être satisfait avec une toile et donc d'essayer de l'améliorer. En fait, c'est un risque parce que des fois, peut-être c'était pas si mal, mais c'est aussi un élément de ma recherche, c'est de ne pas avoir peur. Donc si c'est détruit, c'est détruit. Mais au moins j'aurais appris peut-être, j'imagine, j'espère, quelque chose. Je crois vraiment à cette peut-être une recherche d'un accident heureux, le hasard, ça joue un rôle aussi dans ce que je fais. Même si des fois je vais dans l'atelier, j'ai une idée sur quelque chose que j'aimerais faire, la plupart des fois les choses ne se passent pas comme j'avais imaginé, ou je commence de la façon que j'avais imaginé, et au bout de 10 minutes, je suis dans une direction complètement différente. J'ai très tendance à réagir à ce qui est en train de se passer, comment les matières, les couleurs se mélangent. Il m'arrive souvent de pivoter les toiles et d'essayer de les voir à 90 degrés, qu'est-ce que ça donne. Il m'arrive de dessiner au fusain, en fait, sur les toiles, pour essayer de faire apparaître une figure. Ok. Il m'arrive aussi de frapper la toile de façon assez forte avec les pinceaux ou même avec il y a des barres de huile pour essayer de faire des marques un peu plus fortes et après de construire la figure sur la base de ça, par exemple. Ok. Tu disais, quand tu arrives à l'atelier, parfois tu as une idée en voyant une toile qui est posée contre un mur, par exemple, j'imagine. Est-ce que les deux vies que tu vis en parallèle, elles sont poreuses? Ou est-ce qu'il y a vraiment une césure entre les deux quand tu es dans ton boulot, dans la logistique, tu es à 100% dedans, et pareil pour la peinture, quand tu es à l'atelier, tu es à 100% à l'atelier? Ou est-ce que parfois, par exemple, la peinture s'invite dans tes journées de travail devant ton ordinateur? Très très rarement. Hein. Sont deux réalités que, au moins pour moi, elles s'excluent. Ok. Je suis pendant la journée à fond sur la logistique, extrêmement concentré. Et après, je vais dans l'atelier, il y a peu de logistique et je suis extrêmement concentré sur ma pratique, sur la création, en train de prendre des décisions très très rapides sur comment procéder, en train de réagir à ce qui à la matière, aux accidents de la matière, en train de chercher l'accident heureux. Donc si pendant la journée c'est les chiffres, les calculs, la rationalité, en atelier c'est le plus irrationnel possible, le plus primaire possible, pour que ça crée une émotion, pour que ça soit une évocation de quelque chose. Pour revenir à cette idée le pouvoir d'évocation d'une image, c'est pour moi très, très important. Et c'est ça qui fait la valeur d'une image, le fait qu'elle puisse être interprétée de différentes façons, que chacun puisse y trouver un aspect qui l'émotionne, qui l'intéresse, qui fait rêver, qui fait penser, qui fait... Je suis d'accord. S'approprier une toile, c'est... Enfin, moi aussi, c'est quelque chose qui me
que je recherche. En tout cas, quand je tombe sur une œuvre qui me parle personnellement, je trouve que c'est extrêmement puissant et beaucoup plus intéressant que quand on me présente, je sais pas, 5 paragraphes qui expliquent l'œuvre et ce que je dois en comprendre. Ça, c'est extrêmement frustrant et parfois assez infantilisant. Donc je comprends ce que tu dis. Qu'est-ce que tu cherches? Quelle est ta quête en peignant, en étant artiste, même si tu l'as pas dit vraiment comme ça, mais est-ce que tu sais après quoi tu cours? Où est-ce que tu veux aller? Je me sens libre quand je peins. Et cette sensation de liberté, elle m'est très, très chère. C'est ce que je recherche en premier. Après, je dirais que c'est aussi une petite forme de vanité, peut-être. D'être peintre, je pense qu'il y a un peu de vanité. On fait quelque chose qui est fait pour être vu par d'autres personnes et on aimerait bien que la vie soit positive. Alors pourquoi sinon le faire? Ça a commencé comme une activité anti-stress, mais ça a quelque sorte pris possession de, de mon esprit. Et je pense que la meilleure façon de le décrire, c'est effectivement de se sentir libre et de faire quelque chose qui après peut être apprécié aussi par d'autres personnes, qui peut enrichir la vie de quelqu'un d'autre. Ça peut être une ou deux minutes ou après plus longtemps, si c'est une toile que quelqu'un achète et met chez lui, qui va faire partie de son quotidien. Est-ce que tu as déjà des échanges avec ton public, des curieux, des amateurs, amatrices? J'ai pas fait beaucoup d'expositions jusqu'à maintenant. Je commence à être un peu plus actif là-dessus parce que je suis aussi très exigeant avec moi-même et je trouve que c'est pas depuis longtemps que j'arrive à faire quelque chose qui a la qualité que je pensais être capable de construire. Et du coup, oui, il m'arrive de interagir avec quelques personnes. Il m'arrive d'inviter des personnes dans l'atelier, d'en parler un peu. C'est toujours très intéressant d'avoir une interprétation complètement différente. Même deux personnes peuvent, en regardant exactement la même toile, avoir pensé à des choses complètement différentes. Et ça, je trouve très très intéressant. J'aime bien savoir j'aime bien que les gens me décrivent à quoi ils pensent quand ils regardent l'image. Je suis très très curieux de ça. J'aimerais avoir plus de temps pour pouvoir même investiguer ça, de le faire d'une façon un peu plus systématique. Dire, voilà, j'ai interviewé 20 personnes sur ce tableau en particulier. De quoi ils m'ont parlé. Je trouve ça, c'est quelque chose que j'ai jamais fait de façon si systématique, mais l'idée me séduit. Bah si tu le fais, je serais super curieuse. Je sais pas si tu auras envie de le transmettre ou de le diffuser, mais en tout cas, avoir 20 regards différents sur une œuvre, c'est passionnant. C'est une super idée. Peut-être un projet pour l'avenir. Ouais. Je te propose qu'on fasse une pause ping-pong. Alors, on va pas faire genre avec chacun sa raquette, mais un ping-pong verbal. Donc, on va s'envoyer des mots. Je vais t'envoyer un premier mot et tu me réponds un mot que t'évoque le premier. Ça peut être soit au niveau du sens, ça peut être au niveau des sons. Ça peut même être des mots en portugais si tu veux. Auquel cas, moi, je répondrai avec les sonorités parce que je ne parle pas portugais. Okay. Ça te dit qu'on fasse ça quelques instants? Ok, faisons ça. Très bien. Alors, le premier mot, ce sera bacon. Existence. Questionnement. Angoisse. Tunnel.
Échappatoire. Fenêtre. Image. Relief. Texture. Motif. Contenu. Fluide. Couleur. Orange. Cage. Canari. Canari. Les îles. L'oiseau. Ah, l'oiseau, pardon. Bête. Tête. Bouche. Mouche. Violence. Gratuite. Effort. J'en dis un dernier et je te laisserai le mot de la fin. Effort. Peine. Existence. La boucle est bouclée. Bravo. Tu es très très fort. Quelles sont les valeurs qui sont importantes pour toi? Le travail. L'effort. J'aime bien, je fais beaucoup d'efforts et j'aime bien les gens qui font beaucoup d'efforts, qui poursuivent leurs objectifs. Tu les reconnais comment? Je le reconnais quand quelqu'un fait des choix à détriment d'autres, mais des choix de se dédier entièrement ou une partie importante de son temps à une activité. J'aime bien les personnes passionnées de quelque chose. J'aime bien les personnes qui ont cette envie de faire quelque chose. J'aime bien les gens qui créent quelque chose de nouveau, qui même s'il y a des risques d'être jugé, par exemple, pas bon du tout en tant qu'artiste, ce n'est qu'un exemple, mais ça peut être de se créer son propre business, par exemple. J'aime bien je pense que le mot qui me vient à l'esprit, c'est le mot anglais, le drive. Cette passion, cette volonté. Peut-être c'est comme disait Schopenhauer avec je sais pas comment ça se traduit en français. C'est quoi? C'est l'envie. Tu vois de quoi je parle? Cette œuvre de Schopenhauer, le monde comme envie et représentation. Ah oui, alors non, je ne vois pas, donc je pourrais pas t'aider. Alors disons envie. Ok, disons envie. Volonté. C'est peut-être volonté. Donc cette volonté d'avancer. Oui. De ne pas être trop démotivé par les difficultés, le fait de toujours foncer, de franchir des étapes. La direction, elle est secondaire, mais j'aime bien cette volonté de faire, cette volonté de créer, cette volonté de matérialiser quelque chose. Est-ce que là, si tu devais donner 2-3 noms de modèles, de sources d'inspiration dans ton entourage ou dans le monde en général, de gens connus ou pas connus, qui t'inspirent beaucoup justement par ce trait de caractère-là? Alors, des bosseurs. Francis Bacon. Oui. en premier. Et peut-être un autre peintre, de Koning. Je ne sais pas si tu connais, je sais pas si tu connais son histoire, pardon. C'est quelqu'un qui, à la fin de sa vie, il était atteint je pense que c'était Alzheimer. Et pendant qu'il a pu, il a continué à peindre. Et il y a un grand débat aujourd'hui si c'est sur la valeur de cette peinture, vu les limitations intellectuelles qu'il avait après une certaine époque, mais je trouve ça assez fort comme image, quelqu'un dont la volonté persiste, même face à des difficultés vraiment très grandes, mais qui néanmoins continue. Donc, en termes de peintre, je donnerai ces deux exemples. Et il y a une phrase de Francis Bacon que je trouve très poétique aussi. C'est déjà à l'âge de 80 ans, si je ne me trompe pas, il disait lors d'un interview, il disait qu'il aimerait faire un trait sur une toile et après mourir de suite. Mais après avoir fait ça. Et ça, je
Je trouve ça assez inspirateur et assez poétique même. N'importe dans quel domaine, je pense que les personnes qui insistent, qui persistent et qui ne sont pas inquiets de ce qu'ils pensent les autres sont des exemples, sont une source d'inspiration. Quand est-ce que tu t'amuses le plus dans la vie en général? Après avoir fait beaucoup d'efforts et après avoir créé une toile que j'estime qui est la meilleure jusqu'à maintenant. Ok. Et alors, est-ce que tu cries de joie? Est-ce que tu sautilles? Est-ce que tu danses? Comment cet amusement, parce que moi je parlais d'amusement, mais comment cette émotion joyeuse se manifeste? D'une façon assez calme en fait. Ouais. Je deviens, je suis pas du tout serein de nature, mais après avoir la fatigue, après l'effort, le fait d'être content avec ce que je viens de faire, c'est ça, c'est un vrai bonheur pour moi. Je suis quelqu'un qui a vraiment du mal à à faire une grasse matinée sans rien faire. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça me détend pas du tout. J'ai l'impression de perdre mon temps. Donc, si j'ai du temps libre, plutôt que regarder la télé, je préfère aller dans l'atelier et peindre et être et faire faire ce qui me fait sentir libre. On va arriver à la dernière partie, le rituel de fin, qui démarre par une question que voici. Quel est le bénéfice majeur que tu tires à avoir choisi cette vie-là? Je dirais que c'est la seule configuration qui me va. Je n'arrive pas, j'arrive pas à imaginer une autre façon de faire. Le bénéfice, c'est en quelque sorte un équilibre entre une vie professionnelle pour laquelle j'ai un salaire, qui peut-être ça m'anesthésie un peu et ça peut-être je pourrais envisager un jour de ne faire que peindre, mais pour le moment ça va. Je me suis longtemps posé cette question. Est-ce que je dois abandonner l'une des parties? Mais ça me va. Aujourd'hui, ça me va comme ça. Je pense que j'aurais toute la journée pour peindre. Ça serait moins bien. J'aime bien je réagis bien sous pression. Je me place moi-même sous pression de temps, par exemple, pour que je puisse prendre des décisions rapides et ça me va comme ça. Je suis un peu speed, comme on dit, de nature, donc ça me va. Je pourrais pas faire cette peinture il y a 200 ans où les gens passaient 6 mois sur une toile avec un niveau de détail de autocontrôle extrême qui n'existe plus aujourd'hui. Donc ça, c'est perdu en tant que maîtrise de son esprit et de son corps, je trouve. Et du coup, ça me va comme ça. Ça fait partie du moment, ça fait partie de la vie actuelle. Puisque je traite le sujet de la surcharge, donc je me surcharge moi-même, et voilà, c'est cohérent. Oui, et en même temps, ça crée un équilibre, puisque c'est ce que tu disais, la surcharge crée l'équilibre. En tout cas, la surcharge d'une autre, avec une autre facette qui n'a rien à voir avec ton quotidien dans la logistique. Donc je trouve que ça a du sens. Pour quelqu'un de speed et qui ne supporte pas les grasses matinées, je trouve que ça a du sens. Alors maintenant, je te laisse le micro pour la toute dernière partie
où mes faiseuses et faiseurs de beau racontent un moment important lié à leur pratique, à leur vie. Et donc, les auditeurs et les auditrices, je vous invite à fermer les yeux, je vais faire pareil. Et Pedro, je crois que tu as envie de nous plonger dans un moment de peinture. Donc je te laisse nous guider par la voix et on y va. Alors, j'arrive à l'atelier et la première partie du rituel, c'est de mettre mes écouteurs et de commencer à écouter de la musique d'un certain type, une musique contemporaine et un peu répétitive. Et avec ça, j'essaye de attendre un état de conscience légèrement altéré et ainsi être plus en contact avec moi-même, avec le moi un peu plus profond. De suite, j'attaque une toile, souvent une toile sur laquelle j'ai déjà fait des marques, et mes actions sont, j'applique la peinture, je m'éloigne, je reviens, je fais un autre geste, je m'éloigne, je reviens, j'arrête un moment, je réfléchis, je retourne, je pivote la toile pour voir s'il y a d'autres images qui se dégagent. La musique commence à se mélanger avec l'image devant moi et je me pose la question de quelle est exactement la figure parmi les traces qui sont sur la surface de la toile. Qu'est-ce qui j'essaye de imaginer qu'est-ce que ça va donner d'une façon très fluide, d'une façon très libre, et en laissant l'hasard jouer son rôle très important. Et normalement, il m'arrive un moment où je passe à un geste un peu plus violent, je dirais même, très rapide, et après j'arrête et je vois quel est le complément que je peux faire à ce geste, cette fois-ci d'une façon plus calme, pour avoir un contraste. Et je répète, et je répète, et j'insiste. Il y a plusieurs cycles comme ça. Et le mouvement est aussi très important. Des fois, le mouvement, il est inspiré par la musique, le geste, le circuit, la main, le bras, l'œil, le cerveau, ça se synchronise avec la musique. Et si ça marche bien, j'accède à cette conscience plus visuelle, plus picturale. Et lorsque j'arrête ce cycle, je me sens très fatigué normalement et je m'assois. Je m'assois et j'essaye de prendre un moment pour réfléchir à quoi faire. Et je recommence. Voilà. Merci beaucoup, Pedro. Merci, Marie. À bientôt. À bientôt. Merci pour l'invitation. C'était un vrai plaisir. Avec grand plaisir. Pour moi aussi. Vous venez d'écouter le 8e épisode de Chamade, l'espace dédié à la passion qui rend les gens vivants et au beau qui rend le monde vibrant. Pour prolonger l'immersion, abonnez-vous à la Gazette à paillettes. Vous y retrouverez bientôt Pedro Freire,
Je vous y offrirai en exclusivité un florilège joliment emballé de ces formules frappantes. Retrouvez toutes les infos pour vous abonner dans la description de l'épisode. Et si vous avez aimé nous écouter, abonnez-vous, mettez 5 étoiles et laissez un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Ce serait quand même génial que vous participiez à diffuser le beau autour de vous, non ? Merci et à très vite.